Une mère dit au revoir à sa fille à la morgue, mais remarque quelque chose qui bouge dans son ventre et fait une découverte qui lui donne la chair de poule. Mariella s'est réveillée avant le lever du soleil. Le réveil n'avait même pas sonné. Ses yeux étaient déjà ouverts, fixant le plafond de la chambre, essayant de trouver le courage de se lever. Tout son corps lui faisait mal. Elle ressentait une étrange lourdeur sur ses épaules, comme si elle avait passé la nuit à porter des sacs de ciment sur le dos. Mais non, c'était juste de la fatigue. Une fatigue qui venait de l'intérieur, celle que même le sommeil ne peut soulager. Elle se tourna lentement sur le côté et vit Julien, son mari, endormi, le visage à moitié enfoui dans le oreiller. Il faisait un petit bruit, comme un sifflement quand il respirait. Elle sourit. Même si elle était fatiguée, elle aimait le voir là, si paisible. Ils étaient mariés depuis un peu plus d'1 an, et malgré tout, elle se sentait aimée. Ce n'était pas un amour de feuilleton, c'était simple, tranquille, mais c'était de l'amour. Elle se traîna lentement jusqu'à la salle de bain. Elle fit tout à son rythme. Elle fixa le miroir pendant quelques secondes. Elle toucha son visage, sa peau était un peu pâle, ses yeux gonflés. Elle poussa un soupir. Ce n'était pas par vanité, c'était juste le choc de se voir aussi épuisée. Dans la cuisine, elle prépara du café et resta debout appuyée contre l'évier, tenant la tasse à 2 mains. L'odeur du café était la seule chose qui rendait cette journée normale. Puis elle prépara 2 sacs en tissu. Elle devait aller au marché. Elle y allait tous les jours. C'était comme une routine sacrée pour elle. « Mariella, tu veux que je vienne avec toi aujourd'hui ?» demanda Julien en sortant de la chambre en se grattant la tête, encore à moitié endormi. « Non chérie, tu dois travailler. Ça va, je serai rapide. Tu es sûre ? Tu es si fatiguée ? J'aime y aller, ça me fait du bien. » Il la regarda pendant quelques secondes, puis l'embrassa sur le front et lui dit « Fais attention ». Mariella se prépara calmement. Elle enfila un pantalon ample, un chemisier qu'elle aimait parce qu'il couvrait un peu son ventre, des chaussures confortables, puis elle partit. Le marché était à 3 pâtés de maison de la maison, mais la marche lui semblait chaque jour plus longue. Elle marchait lentement, s'arrêtant pour reprendre son souffle. Le soleil n'était pas encore fort, mais la chaleur commençait déjà à la gêner et ses jambes lui semblaient lourdes comme de la pierre. Chaque pas était un effort. Malgré tout, elle souriait à ses voisins. Elle saluait la dame de la boulangerie. Elle aidait une vieille dame à traverser la rue avec son déambulateur. C'était comme si elle essayait de maintenir une vie normale, même si son corps lui criait qu'elle n'en pouvait plus. À l'intérieur du supermarché, elle marchait dans les allées comme si elle était dans un parc. Elle aimait le silence froid des allées, les couleurs des produits. Elle prenait des choses dont elle n'avait même pas besoin, juste pour le plaisir de choisir. C'était le seul moment de la journée où elle avait l'impression de contrôler quelque chose, de prendre une décision. Elle a pris du riz, des haricots, une boîte de jus que Julien aimait, puis un pain sucré pour elle-même. Elle savait qu'elle ne devait pas, mais c'était le seul petit plaisir qu'elle s'accordait. À la caisse, elle a ressenti un léger vertige. Elle s'appuya sur le chariot, le verre s'alluma, elle paya, sourit à la caissière et sortit. Mais dans la rue, la lumière lui semblait plus forte, les voitures plus bruyantes, le monde tournait lentement. Mariella serra les sacs contre sa poitrine, essayant de retrouver son équilibre. Elle sentait la sueur couler dans son dos. Ses mains s'engourdissaient, son cœur battait bizarrement. Elle essaya de traverser la rue en faisant quelques pas de plus, mais son corps ne répondait pas. Les sacs tombèrent les premiers sur le sol, le riz roula sur le trottoir, le jus explosa. Quand elle tomba, tout se passa en 1 seconde, et personne ne comprit ce qui se passait. Tout ce qu'ils virent, c'était le corps de Mariella tombé au milieu de la rue, comme si quelque chose d'invisible l'avait poussé. Ce fut une chute brutale et soudaine. Son corps tomba lentement, mais l'impact fut violent. Son bras heurta le trottoir, sa tête se tourna sur le côté. Elle ne bougeait pas, et il n'y avait aucun bruit. Un homme qui sortait de la pharmacie a été le premier à se précipiter. « Madame, madame, ça va ?» Mais Mariella ne répondait pas. Ses yeux étaient fermés, sa bouche entr'ouverte. Elle avait encore dans la bouche un morceau de pain sucré qu'elle avait mordu quelques minutes plus tôt. D'autres personnes ont commencé à s'approcher. Une fille a sorti son téléphone portable de sa poche et a appelé les services d'urgence. Une femme est tombée. Elle ne bouge pas. Une femme s'est agenouillée à côté du corps. Elle a posé sa main sur la poitrine de Mariella. Je ne sens rien. Les voitures commencèrent à klaxonner. Certaines faisaient demi-tour, d'autres s'arrêtaient. C'était une journée comme les autres, en milieu de matinée. Mais là, sur ce tronçon de route, le temps s'était arrêté. Les gens se rassemblaient autour, enregistraient avec leur téléphone portable, criaient, étaient confus, et au milieu de tout cela, elle restait totalement silencieuse.
L'ambulance arriva rapidement. Sirène, 4 ambulanciers. L'un d'eux est sorti avec le défibrillateur à la main, un autre avec de l'oxygène. Ils ont formé un cercle autour de Mariella, ont soigneusement retiré son chemisier et ont fait de la place. L'un des ambulanciers a murmuré « On dirait un arrêt cardiaque ». Les chocs ont commencé. 1, 2, 3. Mariella réagit. « Allez, allez, rien ». Ils lui ont administré de l'adrénaline directement dans sa veine. Massage cardiaque, masque à oxygène, sueur coulant sur le visage des ambulanciers. Ils ont tout essayé, tout. Emmenons-la vite, il y a encore une chance. Dans l'ambulance, l'atmosphère était tendue. On n'entendait que le bruit des machines qui tentèrent de trouver un signe de vie, un battement de cœur, une respiration, n'importe quoi. Mais le moniteur continuait d'afficher une ligne droite. À l'hôpital, ils l'ont emmenée directement aux urgences. Encore de l'adrénaline, encore des tentatives. L'équipe était expérimentée, ils savaient quoi faire. Et pourtant, rien ne fonctionnait. Les minutes passaient, et chaque minute était comme un coup de marteau dans le cœur de ceux qui regardaient. Le couloir de l'hôpital était rempli d'un silence inquiétant. Ces couloirs froids, avec trop de lumière blanche, semblaient retenir leur souffle. Personne ne parlait, seul le son lointain d'un moniteur qui bipait ou d'un brancard qui roulait en arrière-plan pouvait être entendu de temps en temps. Julien était assis sur un vieux banc en plastique, la tête baissée, les mains jointes, les coudes posés sur ses jambes. Son pied bougeait sans arrêt. C'était son corps qui essayait de faire face à ce que son esprit refusait toujours d'accepter. Il fixait le sol, le regard rivé sur un point quelconque. Tout le monde tournait lentement. De l'autre côté du couloir, Sarah faisait les 100 pas, nerveuse, la main sur la poitrine. Tous les 3 pas, elle murmurait une prière en espagnol, les yeux remplis de larmes et les mots sortant par saccades. « Seigneur, prends soin d'elle, s'il te plaît. » Le temps semblait s'être arrêté jusqu'à ce que la porte de la chambre s'ouvre avec un léger clic. Le médecin est sorti, la tête baissée. Le masque couvrait encore la moitié de son visage, mais ses yeux en disaient longs. C'étaient des yeux fatigués, vaincus, comme ceux de quelqu'un qui avait tout essayé et qui avait quand même perdu. Il se tint devant Julien, prit une profonde inspiration et retira son masque. « Je suis désolé, elle n'a pas survécu. » Pendant 1 seconde, personne ne bougea. La phrase resta suspendue dans l'air, comme si personne ne savait quoi faire de ces mots. Le monde de Julien s'écroula simplement. Il tomba à genoux, les bras pendants, comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Sa respiration s'arrêta, et lorsqu'il parvint à émettre un son, ce fut un gémissement. Ce n'étaient pas des pleurs, c'était de la douleur de l'âme qui envahit tout le corps. Il se couvrit le visage de ses mains et se mit à se balancer d'avant en arrière, comme s'il voulait se protéger d'une vague impossible à arrêter. « Mariella, non, non, mon amour, non !» Sarah poussa un cri qui résonna dans tout l'hôpital. « Mon Dieu, ma fille !» Elle s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Ses jambes tremblaient, ses yeux étaient grands ouverts, remplis de larmes. Le cri se transforma en sanglots, puis en prière, puis en silence. Le silence de quelqu'un qui a perdu pied. Elle s'est approchée de l'endroit où se trouvait Julien. Elle s'est agenouillée à côté de lui et l'a serré fort dans ses bras. Tous deux ont pleuré dans les bras l'un de l'autre au milieu du couloir. Un cri désespéré et brut de quelqu'un qui n'avait pas préparé son cœur à dire au revoir comme ça. De quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé que cette journée ordinaire se terminerait ainsi. Le médecin est resté là quelques secondes, a baissé la tête et est retourné dans la chambre, laissant le couloir dans le silence. Et à ce moment-là, le temps s'est arrêté pour toujours dans le cœur de ceux qui aimaient Mariella. La salle d'attente était presque vide. Un banc ici, un autre là, occupé par quelqu'un qui ne savait même pas quoi dire. Une connaissance de l'église, un cousin éloigné, le concierge de l'immeuble où Mariella vivait quand elle était enfant. Des personnes venues plus par respect que par proximité. Le silence entre les gens était gênant. Ils évitaient de se regarder dans les yeux. Que dire face à une telle douleur ? L'hôpital dégageait une forte odeur de désinfectant. Une de ces odeurs qui restent imprégnées dans vos vêtements et dans votre mémoire pour toujours. Au bout du couloir, un employé poussait un brancard vide. Les pas résonnaient. Tout semblait plus lent, plus gris. Julien était assis sans dire grand-chose, les yeux rouges, le visage pâle, la barbe mal rasée, les mains jointes sur les genoux, serrant un mouchoir déjà mouillé. Il regardait droit devant lui, comme s'il attendait que quelqu'un franchisse cette porte et lui dise que tout cela n'était qu'une erreur, que Mariella était vivante, que ce n'était qu'une alerte, mais personne ne vint. Sarah, la mère, restait debout, appuyée contre le mur,
le visage gonflé par les pleurs, le rouge à lèvres étalées, les doigts tremblants. De temps en temps, elle murmurait « Ma fille était ma petite fille », comme si elle parlait à quelqu'un qui pouvait encore l'entendre. Une assistante sociale est apparue, un tableau à la main. Elle a parlé à voix basse. « Le corps va être préparé maintenant. Nous avons déjà activé votre assurance. L'enterrement aura lieu à la fin de l'après-midi, à la tombée de la nuit, comme vous l'avez demandé. Nous avons déjà contacté les pompes funèbres. » Sarah a légèrement hoché la tête. Elle n'avait pas la force de faire autre chose. Mariella, 29 ans. Une femme, disait-il. Toujours souriante, toujours désireuse de paraître forte, mais très malade, bien plus qu'elle ne le montrait. Certains faisaient des commentaires sans malice, seulement avec tristesse. Une femme, mais très malade, cœur faible, mort subite, rien à faire. Son corps serait emporté sous peu. À quelques mètres de là, derrière une porte fermée, gisait son corps froid, silencieux, épargné par le temps. Et bien que de nombreuses personnes passent, elle était seule à l'intérieur. Le bruit de la climatisation produisait un bourdonnement constant, froid et sans émotion. C'était un endroit qui semblait conçu pour tenir les sentiments à distance. Mais là, dans ce coin isolé, se trouvait un homme brisé. Julien entra lentement. Il marchait en traînant les pieds, comme si chaque pas lui pesait lourdement. Il s'arrêta à côté du brancard. Le drap blanc recouvrait presque tout, mais son visage était toujours là, celui de Mariella. Ses yeux étaient fermés, sa peau très pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Elle semblait dormir, d'un sommeil très profond. Il tira la chaise avec précaution comme s'il avait peur de la réveiller. Il s'assit tout près, les mains tremblantes. Pendant quelques secondes, il se contenta de la regarder. Il cherchait une réponse en elle, un signe que ce n'était pas vrai, un mouvement, un soupir, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Julien tendit la main et lui prit la main. Elle était froide, et cela lui fit mal au cœur. Avec des doigts tremblants, il caressa le dos de sa main, la porta à ses lèvres et lui donna un long baiser, comme si ce baiser devait dire tout ce qu'il n'avait pas pu lui dire de son vivant. « Je t'avais promis de te protéger. » Sa voix était brisée, presque sans force, et il n'y parvenait pas. Les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir, d'abord épaisses et silencieuses. Puis la morve est venue. Il a essayé de la retenir, mais il n'y est pas parvenu. Sa poitrine et son corps tremblaient. Il pleurait comme un enfant, la tête posée sur le bord de la civière, tenant toujours sa main fermement, comme si cela pouvait la ramener. « Pardonne-moi, mon amour. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris, je n'ai rien fait. » Il parlait entre deux sanglots, avec des mots brisés et confus. C'étaient des excuses, c'étaient des souvenirs, c'étaient des promesses jetées au vent. Le temps semblait s'être arrêté rien que pour lui. À ce moment-là, il n'y avait plus que Julien et elle, personne d'autre. Il caressa tendrement son visage, écarta une mèche de cheveux de son front et ajusta le drap, comme il le faisait quand elle dormait, et se plaignait d'avoir froid. Il toucha son menton avec ses doigts, comme s'il voulait garder ce visage avec lui pour toujours. « Tu te souviens quand tu as dit que tu voulais partir la première, que tu avais peur d'être laissé seul ? Eh bien, maintenant c'est moi qui suis resté. » Il ferma les yeux et posa son front contre le sien. Il resta ainsi, en silence, seul le doux son des pleurs se mêlant à l'air froid de la chambre. Personne n'entra, personne ne vint les interrompre. C'était comme si le monde avait compris que ce moment n'appartenait qu'à lui et Mariella. Le temps passait, mais il ne le comptait pas. Cela pouvait être quelques minutes, cela pouvait être 1 heure. Ce qui restait, c'était l'image d'un homme brisé tenant la main de la femme qu'il aimait, essayant de lui dire au revoir alors que son cœur criait encore « Reste !» Quelques heures plus tard, la lumière dans la chambre mortuaire était encore plus froide que celle de l'hôpital. Les murs blancs, pas de photos, aucun signe de vie, juste la forte odeur des produits chimiques et le bruit étouffé de leurs propres pas. C'était un endroit où la mort n'avait pas besoin d'être mentionnée. Elle était partout. Une employée en blouse s'approcha lentement, une petite table à la main. Le cercueil était arrivé. Ils allaient l'habiller. Julien était appuyé contre le mur, les yeux encore gonflés, le souffle court. Il regarda la femme, ne sachant pas comment réagir. Sa tête disait oui, mais son cœur le suppliait d'attendre. Il ferma les yeux un instant et déglutit. « Je vais le faire. » Il essaya de dire, mais sa voix se brisa. Il leva les yeux vers le plafond et prit une profonde inspiration. « Non, je ne peux pas. » Sarah, qui était assise à côté de lui, se leva avec effort, le visage fatigué, le corps voûté, mais le regard déterminé. Elle essuya ses larmes avec la manche de son chemisier. « J'irai, je l'habillerai, comme quand elle était petite. »
Elle partit en silence. Elle se rendit chez Mariella pour chercher des vêtements. Elle savait exactement quoi prendre. Une robe à fleurs qu'elle avait elle-même offerte à sa fille. Un tissu léger, à manches courtes qui, selon Mariella, la faisait paraître moins fatiguée. Elle prit également une culotte neuve, un simple bracelet et une paire de chaussettes, tous soigneusement pliés. À son retour, elle entra seule dans la chambre. Elle demanda un moment. Les employés respectèrent sa demande. Sarah ferma la porte, posa les vêtements sur une chaise métallique et se dirigea vers le brancard où reposait le corps de Mariella. Elle prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Me voilà, ma fille !» Elle commença à retirer délicatement la chemise d'hôpital. Elle détacha d'abord le dos, puis tira sur les manches. Elle toucha le corps avec tendresse, comme s'il était encore fragile. Ses yeux, bien que remplis de larmes, avaient la même douceur que lorsqu'elle s'occupait de sa fille lorsqu'elle était petite. C'est alors qu'elle s'arrêta. Quelque chose d'étrange se produisit. Le drap qui recouvrait le corps bougea légèrement. Elle se figea. Son cœur battait à toute vitesse. Elle regarda à nouveau attentivement et le vit. Le ventre de Mariella bougeait. C'était un petit mouvement, comme une vague. Un mouvement léger, mais visible. La peau de son ventre bougeait légèrement, puis il resta immobile. 1 seconde, 2. Sarah recula d'un pas sans respirer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le silence dans la pièce semblait se moquer d'elle. Elle s'approcha à nouveau, tendit la main avec crainte et toucha délicatement le ventre de sa fille. Il était chaud et il y avait un battement de cœur, faible mais vivant. Elle hurla. Un cri désespéré, presque fou. Ça bouge. Il y a quelque chose dans son ventre. Le ventre de ma fille bouge. Les personnes présentes se figèrent. 2 infirmières se regardèrent, perplexes. Une aide-soignante portant un plateau s'arrêta net. Un silence étrange envahit le couloir pendant quelques secondes, comme si le temps s'était à nouveau arrêté. La responsable du service, une femme en blouse blanche, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré et un bloc-notes à la main, s'avança vers elle à grands pas. « Madame Sarah, veuillez me suivre. Vous êtes en état de choc. Ce que vous ressentez est normal dans le deuil. » Mais Sarah ne laissait personne s'approcher de la porte. « Je ne suis pas folle, je l'ai vue. Le ventre a bougé. Elle est vivante, ma fille. Il y a de la vie en elle. » Les mots sortaient difficilement, mais avec fermeté. Elle tremblait de la tête aux pieds, le visage couvert de larmes, les cheveux ébouriffés. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une certitude, une force que personne ne pouvait ignorer. La responsable du service prit une profonde inspiration et s'efforça de garder un ton calme. « Madame, souvent, le corps a des mouvements involontaires, des spasmes, des gaz, des choses normales. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. » À ce moment-là, un jeune employé de l'autre côté du couloir a tout entendu. Il s'appelait Damien. Il était aide-soignant. Il n'était pas là depuis longtemps. Mais quand il a entendu cela, il a fait 2 pas en avant en fronçant les sourcils. « Je la connais. Cette dame n'est pas en train d'halluciner. Elle ne crierait pas comme ça si elle n'était pas sûre. » Le chef du service se tourna vers lui avec impatience. « Damian, nous ne pouvons pas perdre de temps avec ça. » Mais, et si c'était vrai? Le silence revint à nouveau. Pendant 1 seconde, personne ne dit rien. Damian traversa la foule, s'approcha de Sarah et murmura « Où est-ce parti? Où l'avez-vous vu bouger ?» Sarah, les mains tremblantes, désigna la pièce. Quand je lui ai mis ses vêtements, je l'ai vue. Là, elle toucha son propre ventre, montrant où le mouvement s'était produit. Ça bougeait comme une petite vague. Sans demander la permission, Damian entra. La pièce était toujours la même, froide, silencieuse, avec la robe à fleurs sur la chaise. Le corps de Mariella était toujours sur la civière, immobile, mais quelque chose semblait différent. Il s'approcha prudemment, resta là quelques secondes, puis posa sa main sur son ventre. Il ferma les yeux, essayant de sentir quelque chose. Silence, rien, 1 seconde de plus. Et puis il le sentit. C'était presque invisible, mais c'était là. Un petit mouvement, comme un pouls faible, une petite poussée sous la peau, comme si quelque chose à l'intérieur demandait de l'aide. Damien ouvrit grand les yeux, sortit en courant de la pièce et cria « Oui, ça bouge, c'est vivant, il nous faut un médecin. » Le couloir, qui était calme, explosa d'activité. Des gens sortirent de partout, et ce que l'on croyait être la fin devint soudainement une urgence. Le cri d'une mère ne pouvait être ignoré. En quelques secondes, infirmières, techniciens et spectateurs tentaient de comprendre ce qui se passait. Mais la véritable tension a commencé lorsque le docteur Elena est entrée. Elle était connue pour ses cheveux blancs, attachés en un simple chignon, et pour ne jamais élever la voix. C'était une vieille médecin de l'air hôpital,
avec plus de 30 ans d'expérience dans les urgences. Lorsqu'elle est apparue dans le couloir, tout s'est calmé. Sa voix avait un poids qui ne nécessitait pas de cris pour être entendue. « Que se passe-t-il ici » a-t-elle demandé en enfilant ses gants. « Des mouvements abdominaux, docteur » a répondu Damien, toujours agité, très léger, mais réel. « Je les ai sentis. » Elle n'a pas répondu. Elle est simplement entrée. La pièce était toujours froide. Le corps de Mariella sur la civière, immobile, silencieux, tout était pareil. Mais maintenant, avec un doute persistant dans l'air, le médecin s'approcha lentement, souleva le drap jusqu'à son ventre, regarda, toucha du bout des doigts, puis sortit un petit stéthoscope usé de sa poche. Elle le posa lentement sur sa poitrine, puis sur son ventre. Elle attendit, ferma les yeux, puis entendit un son doux et rythmé, très faible, comme un tambour lointain battant au fond de la mer. Elle resta immobile pendant quelques secondes, comme si elle avait besoin de le confirmer. Elle changea la position de l'appareil, l'ajusta, écouta à nouveau, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle en sortant précipitamment de la pièce. « Urgence, préparez une salle !» Tout le monde se regarda, essayant de comprendre. Le chef du service tenta de demander « Que se passe-t-il, docteur ?» Elle répondit fermement, sans détourner le regard. Elle est enceinte et le bébé est vivant. Et ce n'est pas tout. Elle a également une activité cérébrale minimale. Elle est vivante. Elle est toujours vivante. Cette phrase frappa l'équipe comme un coup de tonnerre. Personne ne pouvait réagir. Certains se figèrent, d'autres coururent. Ils allumèrent les machines, préparèrent le matériel, appelèrent les soins intensifs. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'hôpital, Julien se tenait dans un coin de la réception, le regard vide, fixant le vide. Il ne mangeait pas, ne parlait pas, les mains jointes sur les genoux. Il existait, tout simplement. Une infirmière courut vers lui. « Monsieur Gonzalez, vite, vous devez venir. Votre femme est en vie. Votre femme a un bébé et elle est en vie. » Il fallut quelques secondes à Julien pour comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ? Qu'avez-vous dit ?» L'infirmière se pencha et posa ses mains sur ses épaules. « Elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle a un bébé, et le bébé est vivant. » Julien se leva brusquement et trébucha. Son visage devint blanc, ses yeux s'écarquillèrent, tout son corps se figea. Il a essayé de faire un pas, mais ses jambes ne répondaient pas. Et puis, soudain, tout est devenu noir. Il s'est évanoui là dans les bras de l'infirmière, car il y a des choses que le corps ne peut supporter, et il y a des miracles que le cœur ne sait pas accueillir. La salle d'examen était devenue un sanctuaire de tension. Personne ne parlait à voix haute. Le docteur Elena, accompagné de 3 autres médecins, prépara l'équipement d'une main sûre, mais son visage trahissait la gravité du moment. À l'extérieur, les infirmières s'entassaient nerveusement, et Sarah était assise les mains jointes à celles d'une infirmière, son chapelet emmêlé entre ses doigts et les yeux fixés sur une porte fermée. Mariella était à nouveau reliée aux machines. Tout était fait avec le plus grand soin, comme si la moindre erreur pouvait changer le destin. Le moniteur cardiaque clignotait lentement, les électrodes collées à sa peau moite, sa peau froide, mais moins pâle qu'auparavant. Le silence dans la pièce était total. Elena mettit du gel sur l'appareil à ultrasons. Elle toucha doucement le ventre de Mariella, déplaçant le capteur en cercle doux, les yeux fixés sur l'écran. Soudain, il y eut un son doux et rythmique comme des coups timides à une porte. C'était un cœur, un petit cœur qui luttait. « Le voilà » murmura Elena, émue. Les autres médecins s'approchèrent, tous regardant l'image. Maintenant, c'était clair. Le bébé bougeait parfaitement, vivant, respirant à l'intérieur d'elle. Une vie qui grandissait en silence, protégée par un corps que le monde avait déjà considéré comme mort. « Elle est enceinte d'environ 7 mois », confirma Elena, la voix tremblante. « Le bébé est bien positionné. Activité normale, mais il y avait plus. Un autre test a été effectué par la suite, cette fois pour vérifier l'état de Mariella. Le médecin a placé les électrodes autour de sa tête, a réglé l'appareil d'encéphalogramme, a observé, a attendu. Les minutes semblaient interminables, puis il y a eu des signes, des ondes cérébrales faibles. Oui, mais elles étaient bien là. Elena se tourna lentement vers ses collègues. Elle est en vie. Le silence s'est transformé en soupir. Une infirmière s'est mise à pleurer doucement. Dehors, lorsque la nouvelle est arrivée, personne ne pouvait y croire. Sarah est tombée à genoux. Ses mains tremblaient. Le chapelet a glissé de ses genoux. Ses yeux se sont remplis de larmes chaudes, mêlées à présent à quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Julien, qui avait déjà été réveillé après s'être évanoui, revint en titubant, appuyé sur une infirmière. «
Quand il entendit le mot vivante, il ne dit rien, se contenta de s'appuyer contre le mur et se mit à rire et à pleurer en même temps. Un rire calme et nerveux de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit être reconnaissant, douter ou s'effondrer à nouveau. Les médecins qui avaient dû signer le certificat de décès furent appelés. L'un d'eux, la tête baissée, marmonna quelque chose comme « Nous n'avons rien entendu ». Nous pensions qu'une autre a tenté de se justifier. Son poids compliquait tout. Sa respiration était très faible, son cœur battait à peine. Je n'ai jamais rien vu de tel, mais personne ne voulait d'excuses. L'administration de l'hôpital les a immédiatement retirés du dossier. Ce n'était pas le moment de chercher un coupable, mais on ne pouvait plus leur faire confiance. La vérité était là, vivante, dans un lit d'hôpital. Mariella, vivante, enceinte, respirant doucement, presque imperceptiblement, mais respirant. Et en elle, un petit cœur battant de toutes ses forces que le monde ne voyait pas. Le son du bip, bip, bip du moniteur remplissait la pièce comme un rappel. Il y avait encore de la vie, faible, silencieuse, mais de la vie. Lorsque les médecins ont confirmé le diagnostic, personne ne pouvait y croire. Syndrome de mort apparente. Une condition très rare où le corps semble s'être arrêté, mais l'âme continue de se battre. Et là, dans ce lit, Mariella se battait en silence. Ils l'ont rapidement intubée. Le tube descendit dans sa gorge sans aucune réaction. Ses yeux restèrent fermés, immobiles. C'était comme si elle dormait, d'un sommeil profond, trop profond. Mais maintenant, les machines l'entouraient, en alerte, vérifiant tout. Fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène. À côté du lit se trouvait une autre machine, un moniteur fœtal. Le bébé était également surveillé, petit mais fort. Chaque battement de cœur semblait dire « Je suis là ». À l'intérieur de ce corps fragile, 2 cœurs se battaient. Les médecins ont lutté contre le temps, préparé une salle spéciale et isolé le service. Il fallait du silence, une température contrôlée, une lumière tamisée, tout pour offrir à Mariella un minimum de confort, même si elle ne pouvait pas le ressentir. Et au bébé, qui avait besoin de calme pour continuer à grandir. Julien observait tout cela debout à l'extérieur de la chambre, le front appuyé contre la vitre, les mains sur le mur, comme s'il pouvait lui donner de la force. Il parlait doucement, comme si elle pouvait l'entendre. « Je t'attends, mon amour, tu peux y arriver. » L'équipe médicale était partagée entre l'espoir et la peur. Elle savait que chaque heure était cruciale. Les infirmières vérifiaient ses signes vitaux toutes les 15 minutes. Chaque fois que son rythme cardiaque changeait légèrement, tout le monde ressentait un frisson. Sur le drap à côté du lit était écrit en lettres rouges « Risque extrêmement élevé, femme enceinte dans le coma artificiel, surveillance continue ». Elena, la médecin la plus expérimentée, s'assit à côté du lit pendant quelques minutes. Elle prit doucement la main de Mariella, cette même main qui, quelques heures plus tôt, semblait sans vie. Maintenant, même si elle ne bougeait pas, elle était chaude. Elle prit une profonde inspiration et dit doucement « Batte-toi, Mariella, pour toi, pour lui ». Et elle resta là en silence. La douleur de la famille était évidente dans chacun de leurs gestes. Sarah arpentait les couloirs, un chapelet à la main, priant sans discontinuer. Chaque fois qu'elle voyait un médecin sortir, son cœur avait l'impression de vouloir sortir de sa poitrine. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir, ni respirer correctement. Mais elle restait forte pour sa fille et pour le petit enfant qu'elle n'avait pas encore vu. Cette nuit-là fut longue. L'hôpital ne dormait pas. Les infirmières se relayaient. Les médecins changeaient de quart, mais revenaient voir comment elle allait. La nouvelle s'était déjà répandue. Certains venaient juste pour voir de leurs propres yeux. D'autres apportaient un silence et respect. Personne ne parlait fort car tout le monde savait désormais que c'était une course contre la montre. Une femme inconsciente, un bébé encore dans son ventre, 2 cœurs, essayant ensemble de continuer à battre. Dans l'unité de soins intensifs, le temps semblait s'être arrêté. C'était comme si chaque seconde durait une éternité. La lumière dans la pièce était douce, faible, afin de ne pas lui faire mal aux yeux. Mais elle ne pouvait ni voir ni entendre. Elle ne bougeait pas. Mariella était allongée là, reliée à tant de câbles, tant de machines, qu'on pouvait à peine voir son corps entier, seulement son visage, pâle et calme, comme si elle dormait après avoir beaucoup pleuré. Elle était dans un coma profond, diagnostic confirmé, cœur faible, battant grâce à des médicaments. Elle respirait grâce aux machines, et dans son ventre, un bébé grandissait, lentement, régulièrement, comme s'il n'était pas conscient de ce qui se passait à l'extérieur. Les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Les visites étaient limitées, une seule personne était autorisée à la fois.
Julien était celui qui venait le plus souvent. Il s'asseyait là, sa main dans la sienne. Il passait des heures là, sans parler beaucoup, se contentant de la regarder. Parfois, il pleurait en silence. D'autres fois, il lui racontait des histoires à voix basse. « Tu te souviens de notre premier voyage, mon amour? Cet horrible hôtel qui, selon toi, sentait l'humidité et où le café était froid. Nous avons tellement ri, je t'ai regardé et j'ai pensé, c'est la femme avec qui je veux vieillir. » Il parlait comme ça, il attendait une réponse. Mais elle ne venait jamais. Aucun signe, aucun clignement des yeux, rien. Les machines ne s'arrêtaient pas. Elles faisaient du bruit en permanence. Mais les chiffres étaient toujours les mêmes, stables mais bas, comme une fine ligne entre ce qui est vivant et ce qui pourrait s'éteindre à tout moment. Les infirmières changeaient les pansements, hydrataient ses lèvres sèches et essuyaient son visage avec un linge humide pour maintenir le contact avec sa peau, même s'il ne pouvait pas le sentir, a dit l'une d'elles. Le bébé était surveillé en permanence. Le son de son petit cœur sortait d'un petit haut-parleur à côté du lit. Un son fragile mais constant, comme un tambour battant au loin. Le seul son qui semblait dire « Nous sommes là ». Et ce bien sain. Chaque jour qui passait, l'espoir montait et descendait. Certains médecins parlaient déjà de risques. D'autres disaient que les miracles existent. Mais personne ne savait avec certitude. Ce qui était sûr, c'est que le temps avait désormais un rythme différent. Chaque minute était une opportunité. Chaque heure, une bataille. Sarah priait dehors, marchant avec les genoux endoloris à force de s'agenouiller. Elle dormait sur une chaise en plastique, le visage reposant sur son bras. Elle avait vieilli d'environ 10 ans en 3 jours, mais elle ne partait pas. Chaque jour, elle demandait « Est-elle toujours la même ?» Et la réponse était toujours la même. Oui, elle est toujours la même. Son état ne s'était pas aggravé, mais il ne s'était pas amélioré non plus. On avait l'impression que Mariella était piégée dans un endroit où personne ne pouvait l'atteindre, ni avec des mots, ni avec des médicaments. Elle seule savait ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Et peut-être était-elle la seule à connaître la force qu'elle utilisait pour continuer. Le temps ne passait pas là-bas, il attendait simplement. Julien traversait l'hôpital comme s'il ne savait plus où poser les pieds. Ses pieds bougeaient, mais pas son âme. Les couloirs se ressemblaient tous, froids, trop lumineux, remplis de gens marchant rapidement, parlant à voix basse. Il n'entendait pas bien, il ne voyait que des ombres passer. Son visage était fatigué, ses cernes prononcées, ses cheveux ébouriffés, sa chemise froissée. Il ne savait plus depuis combien de jours il était là. Parfois, il s'arrêtait. Il s'appuyait contre le mur, passait ses mains sur ses yeux, sur son visage, comme s'il essayait de se réveiller d'un cauchemar. Mais le cauchemar ne disparaissait pas. C'était réel, très réel. Pourquoi cela était-il arrivé ? Murmura-t-il pour lui-même. La voix brisée, à peine audible, il entra dans la chambre de Mariella, appelant. La porte fit un petit clic en se refermant. À l'intérieur, tout était comme d'habitude. Elle était allongée là, immobile, branchée à des tubes, les bips résonnant de façon monotone. La seule différence était que maintenant, le soleil brillait à travers la fenêtre latérale, dessinant une bande dorée sur le sol, mais elle était toujours là, silencieuse. Julien approcha une chaise, s'assit à côté d'elle et la regarda longuement. Il n'avait plus de larmes dans les yeux, juste un regard perdu, comme quelqu'un qui ne comprend pas, comme quelqu'un qui se pose 1000 questions et ne trouve aucune réponse. « Mon amour, dit-il doucement, en lui prenant tendrement la main, qu'avons-nous fait de mal ? Pourquoi cela t'est-il arrivé ? Toi qui as toujours pris soin de tout le monde, et maintenant tu es là, incapable d'ouvrir les yeux, dit-il en baissant la tête. Ses épaules tremblaient, mais il ne pleurait plus comme avant. C'étaient les sanglots secs de quelqu'un qui avait déjà trop pleuré, de quelqu'un qui était fatigué d'essayer de comprendre. Il sortit délicatement son téléphone portable de sa poche, le déverrouilla, chercha parmi ses chansons préférées, la trouva et appuya sur play. La mélodie emplit lentement la pièce. C'était une vieille chanson douce en espagnol, qu'elle passait toujours quand elle faisait la vaisselle ou cuisinait des gâteaux. Julien se souvenait parfaitement d'elle fredonnant ce refrain, un torchon sur les épaules et les pieds nus dans la cuisine. Il posa le téléphone portable à côté du lit. « Tu te souviens de cette chanson ? Tu disais toujours que c'était la nôtre. » Il sourit légèrement, puis soupira à nouveau profondément. Il attendit, observa, mais Mariella ne réagit pas. Aucun signe, aucun mouvement, aucun clignement des yeux. La chanson se termina. La suivante démarra toute seule, et il resta là sans bouger, juste à écouter, juste à attendre, juste à aimer, même s'il n'y avait aucune réponse. Parce qu'aimer quelqu'un,
signifie aussi rester à ses côtés quand tout le monde est parti. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Quelqu'un de leur hôpital fit un commentaire, quelqu'un d'autre le partagea, et bientôt, l'histoire était partout. D'abord dans les groupes de discussion, puis sur les sites web locaux, puis sur les plus grands portails. Des titres exagérés, de vieilles photos de Mariella, des vidéos de quelques secondes sorties de leur contexte. Le titre le plus répété était toujours le même. Une femme est déclarée morte, mais son bébé est retrouvé vivant dans son corps. Au début, cela ressemblait à un miracle, et ça l'était. Mais l'Internet accueille rarement de telles histoires avec affection. Les commentaires ont afflué. Des gens qui n'avaient jamais vu Mariella, qui ne l'avaient jamais regardée dans les yeux, ont commencé à donner leur avis comme s'ils savaient tout. Comment personne n'avait-il pu savoir qu'elle était enceinte? À ce stade, bien sûr que le diagnostic allait être erroné. C'est de sa négligence, irresponsable. Elle a négligé sa santé. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ils l'ont traitée d'insouciante, d'imprudente. Les gens ont dit qu'elle aurait dû se regarder dans le miroir, que personne ne tombe enceinte sans s'en rendre compte. D'autres ont même ri. Ils faisaient des blagues sur son poids, sur l'hôpital surtout. Des commentaires venimeux, secs, froids. Julien en a lu certains. Il s'est arrêté. Il ne comprenait pas comment on pouvait s'en prendre à une personne qui était dans le coma, qui se battait pour sa vie, qui était bonne, qui était sa Mariella, mais celle qui le ressentait le plus, c'était Sarah. Les captures d'écran sont arrivées sur son téléphone portable, certains amis les lui ont envoyés avec indignation, mais elle est restée silencieuse. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas commenté, elle a juste regardé l'écran, les mots, les jugements. Elle a posé son téléphone portable doucement sur la table. Elle a ajusté ses lunettes d'une main tremblante, puis s'est dirigée vers la fenêtre de l'hôpital. Elle est restée là, le regard perdu dans le vide, le cœur lourd. Elle avait envie de crier. Elle voulait défendre sa fille. Elle voulait dire que personne ne savait ce que ressentait Mariella, ce qu'elle portait en elle, ce qu'elle affrontait seule. Mais elle ne l'a pas dit. Elle se contenta de pleurer silencieusement, le dos tourné à tout le monde, car parfois, le silence est le seul moyen de protéger quelqu'un qui ne peut plus se défendre. Pour la 3e nuit consécutive, sans dormir, Julien décida de rentrer seul chez lui pendant quelques heures. Il avait besoin de changer de vêtements, de prendre une douche, de respirer un peu à l'extérieur de l'hôpital. Mais il ne savait pas que c'était pire de rester là, à regarder Mariella sans réagir, ou de retourner dans un endroit où tout avait son parfum. La maison semblait figée dans le temps, les lumières éteintes, la vaisselle dans l'évier, le coussin de travers sur le canapé, un verre à moitié plein d'eau encore sur la table. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Elle entra lentement, comme si elle demandait la permission au silence. Dans la chambre, son oreiller portait encore l'empreinte de sa tête. Son chemisier préféré était posé sur le canapé. Elle s'assit sur le bord du lit. Elle regarda autour d'elle, essayant de comprendre si c'était une maison ou juste un autre souvenir douloureux. C'est quand il vit la boîte en carton sous la coiffeuse. Une simple boîte, fermée avec du ruban adhésif. Il la sortit lentement. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets divers, des photos, des cartes d'anniversaire, de vieux magazines, et au milieu un petit carnet à la couverture bleue, déjà à moitié usé sur les bords. Il le reconnut immédiatement. C'était son journal intime. Elle resta là quelques secondes à regarder le carnet. Elle se demanda si elle devait l'ouvrir, si c'était acceptable, mais à ce moment-là, elle voulait juste se sentir proche d'elle d'une manière ou d'une autre, alors elle le lut. L'écriture de Mariella était ronde et ferme, mais sur certaines pages, elle était tremblante. Les premières notes étaient des dates, des listes de courses, de petits souvenirs, mais ensuite vint la douleur. Aujourd'hui, je me suis senti invisible à nouveau. Julien m'aime, mais parfois, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas vraiment. Je suis fatigué tout le temps. Je ne sais pas si c'est mon corps ou mon âme. Peut-être qu'être mère n'est pas fait pour moi. Peut-être que l'univers en a déjà décidé ainsi. Chaque phrase était comme un coup de poignard dans le cœur. Il lisait et s'essuyait les yeux avec la manche de sa chemise. Parfois, il s'arrêtait, pressait le cahier contre sa poitrine, comme s'il voulait embrasser ce qu'elle ressentait, comme s'il pouvait remonter le temps et dire « Je t'ai vu, mon amour, je t'ai vu ». Mais il était trop tard. Sur la dernière page, où il ne restait presque plus d'espace, il n'y avait qu'une seule ligne. J'essaie d'être forte, même si personne ne le remarque. Elle ferma lentement le carnet, s'assit là avec le journal sur ses genoux, fixant le sol, et pleura silencieusement, comme quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules et ne veut pas faire de bruit, car maintenant, il savait à quel point elle souffrait à l'intérieur et il ne l'avait pas vue. Chaque semaine qui passait, les médecins des soins intensifs effectuaient le même rituel, l'échographie du bébé. C'était le seul moment où la pièce, pendant quelques minutes,
semblait respirer différemment, comme si tout le monde oubliait le coma, les tubes, la douleur, et se souvenait qu'à l'intérieur de ce corps silencieux, il y avait un autre cœur qui battait, petit mais fort. Mariella restait immobile, les yeux fermés, la peau froide, le visage calme, mais à l'intérieur d'elle, il y avait de la vie. Le docteur Elena effectuait toujours les examens avec des mains sûres et un grand respect. Tout d'abord, elle ajustait l'oreiller, passait lentement sa main sur le ventre de Mariella et parlait doucement, même si elle savait que Mariella ne pouvait peut-être pas l'entendre. « Voyons ton miracle aujourd'hui. » Oui, elle appliquait le gel et déplaçait l'appareil avec précaution. L'image apparaissait sur l'écran. Des formes, des lumières, des mouvements. C'était lui, le bébé, qui grandissait, bougeait, donnait parfois des coups de pied comme pour dire « Je suis là ». Les infirmières se sont rassemblées autour. Certaines souriaient, d'autres pleuraient en silence. À chaque nouvelle échographie, le bébé semblait plus grand, plus fort, sa petite tête déjà bien formée, ses bras pliés, sa colonne vertébrale parfaitement dessinée. « Il se bat là-dedans », dit une infirmière à un moment donné, les yeux remplis de larmes. Cet enfant a une âme courageuse. Julien, qui se tenait à côté d'elle, se couvrit le visage des deux mains. Il voulait sourire, mais il ne pouvait s'arrêter de pleurer. Il ne savait pas quoi faire. Puis il s'est penché et a posé son front sur le ventre de Mariella, les yeux fermés. « Bonjour mon fils, c'est moi, ton papa. » Il parlait avec un mélange de peur et d'espoir, comme s'il s'adressait à un rêve dont il ne voulait pas se réveiller. « Nous t'attendons, champion, mais tiens bon encore un peu. » Oui, le rythme cardiaque sur l'écran était toujours surveillé de très près, et chaque fois qu'il était fort et régulier, les médecins poussaient un petit soupir de soulagement. C'était comme si ce bébé disait chaque semaine « Je continue de me battre pour moi et pour elle ». Et le miracle s'est produit, jour après jour. Le début de matinée était calme, presque silencieux. Les seuls bruits étaient ceux des moniteurs de la salle de soins intensifs, où Mariella restait immobile, connectée à tant de câbles que son corps était presque invisible. Le bébé de 8 mois était encore en forme, disaient tous. Mais cette nuit-là, tout a changé. Il était presque 3 heures du matin, l'infirmière Mariana, qui était de service, a remarqué quelque chose d'étrange dans les signes. Le cœur de Mariella, qui était déjà faible, a commencé à changer beaucoup. Un bip a retenti plus fort. Elle s'est approchée du lit, a regardé le moniteur et a appelé par low interphone. « Docteur Elena, s'il vous plaît, venez maintenant. » Quelques secondes plus tard, sa respiration s'est arrêtée. La ligne d'oxygène a chuté. Le chiffre 0 est apparu à l'écran. Mariana a crié, puis s'est arrêtée. Respiration nulle. La pièce est devenue chaotique en quelques secondes. 2 médecins sont arrivés en courant. Elena arriva derrière eux, son masque facial pendu autour du cou et les yeux écarquillés. Mariella était très pâle, ses lèvres violettes, sa poitrine immobile. Embu, vite, de l'adrénaline. Ils commencèrent à la réanimer. Massage cardiaque, médicaments, tubes, perfusion. Son corps se soulevait et s'abaissait au rythme des compressions, sans réaction. Julien, qui dormait dans le couloir, s'est réveillé au bruit. Il a essayé d'entrer, mais une infirmière l'en a empêché. Attendez dehors, à l'intérieur, il n'y avait que de la tension. Le cœur du bébé a également commencé à ralentir. Le moniteur fœtal émettait une alarme, le rythme cardiaque était rapide et a soudainement commencé à faiblir. Elena a crié « Nous allons les perdre !» Ce furent des minutes de panique, un de ces moments que personne n'oublie. Chaque seconde était dangereuse. Sa vie et celle de son enfant ne tenaient qu'à un fil invisible. Puis un bruit s'est fait entendre, un battement de cœur, puis un autre, faible, mais il est revenu. L'air a recommencé à circuler, la poitrine de Mariella s'est soulevée. Le bébé a réagi, son rythme cardiaque s'est stabilisé. La salle n'a pas célébré, personne n'a souri. Il n'y avait que le silence, une fatigue qui faisait mal jusqu'aux os. Mariana a regardé Elena. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Docteur ». Et maintenant, Elena a lentement retiré ses gants, a pris une profonde inspiration et a dit d'une voix rauque « Nous devons attendre, mais nous n'avons pas le temps ». Et elle quitta la pièce, les mains tremblantes, sachant qu'à tout moment, tout pouvait être fini. Ce matin-là, l'unité de soins intensifs était plus calme que d'habitude. Mariella ne bougeait toujours pas. Son corps tenait encore le coup, mais elle semblait plus fragile chaque jour. Le bébé se battait toujours de toutes ses forces, comme toujours. Mais le temps était en train de devenir un ennemi. Le médecin l'avait déjà dit. Chaque instant pouvait être le dernier. Julien entra à pas lents. Son visage semblait fatigué, avec une barbe de 3 jours et des cernes sous les yeux à force de pleurer en silence.
Il tira une chaise et s'assit à côté du lit. Il prit la main de Mariella et la tint avec toute la douceur du monde, comme si elle pouvait se briser. Il resta assis là en silence pendant quelques minutes. Il ferma les yeux et resta comme ça. Puis il y eut un léger mouvement, presque imperceptible. Le petit doigt de sa main gauche bougea. Julien ouvrit grand les yeux, se leva lentement et pendant une seconde, il eut le souffle coupé. Mariella appela doucement, toucha à nouveau sa main, regarda attentivement et le doigt bougea à nouveau. Très légèrement, mais c'était réel. Une infirmière entra. Il montra du doigt, bougea, je l'ai vue bouger. Elle s'approcha, regarda, prit le dossier. Cela pouvait être un spasme, c'est normal dans certains cas. Mais Julien secoua la tête, les yeux remplis de larmes. Non, ce n'était pas un spasme. C'était elle, c'était ma Mariella. Il n'avait aucun moyen de le prouver, mais il le sentait. Quelque chose en lui le lui disait. Elle l'avait entendu et elle avait répondu. Plus tard dans la journée, il est rentré chez lui, a pris un cahier vierge et un stylo. Il s'est assis sur la terrasse où le vent soufflait doucement et s'est mis à écrire. C'était une lettre à l'enfant qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle aimait déjà plus que tout au monde. « Bonjour mon fils ». Les mots sortirent lentement, avec émotion. Il écrivit à travers ses larmes, ses souvenirs, ses peurs et ses rêves. « Si tu viens au monde, je veux que tu saches que ta mère t'a tenu dans ses bras, même sans se réveiller. » Sa main tremblait, elle s'arrêtait, prenait une profonde inspiration, puis reprenait. « Elle a pris soin de toi dès le premier jour, et même si elle n'a pas pu te voir grandir dans son ventre comme elle le souhaitait, elle s'est battue pour toi. Chaque battement de ton cœur, mon fils, était grâce à elle, grâce à son corps, grâce à son amour. » Il ferma le cahier avec amour, posa sa main sur sa chemise, sur son ventre, comme s'il pouvait déjà sentir son enfant là, avec lui. Et il resta là, à regarder le ciel, à attendre pour elle, pour lui, pour tout ce qui pouvait encore arriver. Les jours se transformaient en semaines. En soins intensifs, Mariella restait allongée, immobile, respirant à l'aide de machines. Les tubes, les moniteurs, les seringues, tout était toujours là, comme faisant partie de son corps. Son ventre était maintenant plus gros, plus rond, plus ferme, plus visible. Il était impossible de ne pas le remarquer. Elle portait la vie là, et tous ceux qui entraient dans cette chambre pouvaient le sentir. Le bébé grandissait et devenait fort. Les tests montraient que son petit cœur battait fort. Les médecins disaient que c'était un battant, que d'une manière ou d'une autre, même si sa mère ne se réveillait pas, il se développait bien. Mais le temps n'était plus de son côté. La date prévue pour l'accouchement approchait, et avec elle, la peur. Chaque nouveau jour était un risque. Le corps de Mariella était à bout. Son cœur restait fragile. Les médecins se réunirent en silence, des papiers à la main, échangeant des regards sérieux. Une décision devait être prise. Il ne pouvait plus attendre. Julien écoutait tout en silence. Il restait toujours dans un coin de la pièce, les mains croisées, le regard fixé sur le sol. Parfois, il regardait son ventre et disait « Ça ne sera plus long maintenant, mon amour. Tiens bon encore un peu. » Puis il reprenait son silence. Sarah était également toujours à proximité. Elle ne pleurait même plus. Elle priait simplement avec foi, avec colère, avec désespoir, tout à la fois. Elle passait sa main sur le ventre de sa fille, très doucement, et disait « Ton bébé va bien, ma fille. Il va bien. » Mais Mariella ne réagissait toujours pas. Les médecins ont commencé à faire des évaluations quotidiennes. Ils surveillaient tout, seconde par seconde. Et la phrase la plus souvent entendue dans les couloirs était toujours la même. « Nous devons préparer l'accouchement, mais nous n'avons pas le temps. » C'était comme tenir un verre rempli d'eau, tremblant, sur le point de tomber. À chaque changement, à chaque signe, le cœur de chacun se serrait. Le bébé était prêt à naître, mais personne ne savait si Mariella tiendrait le coup. C'était l'attente la plus difficile au monde, car ce n'était pas seulement pour la naissance d'un enfant, c'était pour la vie d'une mère qui n'était toujours pas revenue. C'était une nuit qui semblait comme toutes les autres, calme, tendue, pleine de machines clignotantes, des bruits réguliers de l'équipement et de ce lourd silence qui n'existe que dans les unités de soins intensifs. L'équipe était fatiguée, mais attentive. La césarienne avait déjà été programmée. Tout était préparé avec soin. Plus que quelques jours à attendre, encore un peu de patience. Mais la vie a son propre timing. Il était minuit passé lorsque l'infirmière Mariana est entrée dans la chambre pour vérifier les signes vitaux. Le moniteur cardiaque de Mariella était un peu plus rapide que d'habitude, sa température plus élevée que la normale. Elle s'est approchée avec le dossier à la main
a touché le visage de la patiente et a senti de la sueur. Son front était humide, ses mains aussi. « Comme c'est étrange !» murmura-t-elle. Elle s'apprêtait à le noter lorsqu'elle entendit un bruit différent, un craquement humide, puis de l'eau. Elle regarda. Le lit était mouillé. Les yeux de l'infirmière se dilatèrent. « Non, ce n'est pas possible !» Elle s'approcha du ventre et vit des contractions visibles, douces mais régulières. Le haut s'était rompu. L'infirmière courut dans le couloir en criant « Elle va accoucher ! Maintenant ! Elle va accoucher maintenant !» L'hôpital a été mis en alerte. C'est impossible. Elle devait subir une césarienne. Elle est dans le coma. Elle ne peut pas. Mais c'était en train de se produire. Le corps de Mariella, bien qu'inconscient, était en train d'entrer en travail. Le chaos s'ensuivit. Ils ont appelé les techniciens. L'unité de soins intensifs a été envahie par des infirmières, des médecins, des pédiatres. La pièce est devenue un véritable tourbillon. Du matériel a été apporté, les blouses ont été changées à la hâte, les voix parlaient toutes en même temps. Nous devons la déplacer immédiatement. Surveillance fétale immédiate. Julien s'est réveillé avec le bruit et a couru dans le couloir. Que s'est-il passé? Que lui est-il arrivé? L'infirmière Mariana l'a tenu par les bras et lui a dit, les yeux écarquillés de surprise, « Elle est en travail. Votre fils va naître. » Il est resté immobile, sans réaction, la bouche entr'ouverte, le monde tournant autour de lui. Maintenant, mais comment? Sarah est arrivée en courant juste après. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Et la réponse fut brute, donnée directement par le docteur Elena d'une voix tendue. Le corps a pris sa décision. C'est aujourd'hui, et nous ne sommes pas prêts. Et à ce moment-là, personne ne l'était, ni les médecins, ni la famille, ni le monde. Mais la vie était prête. La salle d'accouchement était remplie de voix pressées, d'ordres brefs, de pas qui couraient d'un côté à l'autre, d'équipements préparés à la hâte, de gants enfilés, de mains tremblantes à cause de la vitesse et de la tension. Mariella avait été transportée d'urgence, des soins intensifs à la salle d'urgence. Le cœur du bébé battait à toute vitesse. Son corps réagissait de lui-même, avec des contractions de plus en plus fortes. Mais elle dormait toujours. L'équipe a discuté du plan. Césarienne. Il n'y a plus le temps. Le col de l'utérus s'est dilaté trop rapidement. Il faut que ce soit naturel. Elena, la médecin la plus expérimentée, a essayé de garder le contrôle de la salle, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa peur. Le risque était trop grand. Un accouchement naturel dans le coma était une folie, mais le corps de Mariella n'attendait plus personne. C'est alors que tout s'est arrêté. Elena, qui se trouvait près de la tête de Mariella, l'a vue. Ses yeux ont bougé un peu, puis encore. Et puis, ils se sont ouverts lentement avec difficulté, la lumière de la pièce frappant son visage. Elle cligna des yeux, essayant de faire le point. Elle ouvrit la bouche dans un murmure. « Où suis-je » Elena se figea. Mariella. Elle bougea légèrement la tête, perplexe. Elle regarda autour d'elle avec des yeux pleins de peur. Sa respiration s'accéléra. Le moniteur indiquait que son rythme cardiaque augmentait. Elle est réveillée. Elle s'est réveillée. La pièce était remplie d'excitation. Certains se mirent à pleurer. D'autres essayèrent de ne pas s'effondrer. C'était réel. Elle était revenue. Après 2 mois de coma, elle était de retour. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Le docteur Elena lui prit le visage entre ses mains avec tendresse. « Écoute-moi, Mariella, tu es en train d'accoucher. Ton bébé va naître. » Elle ouvrit grand les yeux, sans comprendre. Elle était étourdie, perdue, ne sachant pas ce qui se passait. Un bébé. « Oui, mon amour, tu es enceinte et maintenant tu vas accoucher. » Elle pleura, confuse, effrayée, mais vivante, et les battements de cœur continuaient à s'accélérer. La vie était revenue au moment le plus impossible, au milieu de la douleur, au milieu de la peur. La mère s'était réveillée et maintenant, l'enfant voulait naître. Le visage de Mariella était encore pâle, ses yeux petits, comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar sans fin. La lumière dans la salle d'accouchement était très vive, le bruit très intense, des voix venant de tous les côtés, des médecins, des infirmières, des instruments en cours de préparation. Tout se mélangeait. Elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. Le docteur Elena se pencha vers elle, les yeux remplis de larmes, essayant de rester calme. « Mariella, écoutez-moi. Ce que je vais vous dire est important, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. » « Oui. » Mariella cligna lentement des yeux, encore étourdie. Son corps tremblait, elle remua les lèvres, mais aucun son ne sortit. « Il y a 2 mois, tu es tombée dans le coma. Tu as fait un arrêt cardiaque. Nous avons cru que tu étais morte. » Elle fronça les sourcils. Elle essaya de comprendre, mais c'était comme si son esprit était embrumé. La mort. Elena lui prit la main. « Oui, mon amour, mais tu es toujours en vie. Et pas seulement ça. Tu es enceinte de 7 mois, presque 8.
Les yeux de Mariella s'écarquillèrent et elle se mit à pleurer instantanément. Une grosse larme coula sur sa joue sans effort. Sa bouche tremblait. « J'ai un bébé. » Le médecin acquiesça. « Oui, et il est vivant. Il va bien, mais il arrive maintenant. Tu es en train d'accoucher. » Mariella porta ses 2 mains à son ventre avec difficulté. Elle toucha son corps comme s'il ne lui appartenait pas, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Puis la douleur survint, une contraction forte et aiguë, comme une vague traversant son ventre. « Oh, oh, mon Dieu !» Elle hurla. Son corps se recroquevilla tout seul. C'était la douleur qui accompagnait tout. Et elle était toujours confuse, essayant de reconstituer sa propre histoire. Que m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce si douloureux? Les infirmières s'approchèrent, ajustèrent sa position. Elles étaient prêtes. Le bébé allait arriver. Mais Mariella ne comprenait toujours pas qu'elle était en vie. Elle pleurait et pleurait. Ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était la peur, c'était le choc, c'était le désespoir. Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Elena s'est approchée d'elle et lui a pris le visage entre ses mains. « Je sais, mon amour, je sais, c'est beaucoup, mais maintenant, tu dois pousser. Tu dois le faire pour lui. » Mariella, même si elle ne comprenait pas, même si elle n'avait plus de force, prit une profonde inspiration. Elle sentit une autre contraction monter comme le tonnerre. Et là, au milieu des larmes, de la sueur et de la confusion, elle commença à se battre. Parce que parfois, l'amour passe avant la logique. Et le corps sait quoi faire, même si l'âme ne comprend toujours pas. Le temps dans cette pièce semblait différent. L'horloge faisait passer les heures, mais chaque minute semblait une éternité. Mariella, toujours confuse, toujours faible, était là, vivante et en travail. Une naissance à laquelle personne ne s'attendait, pas même elle, respirant avec difficulté. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, ses bras tremblaient, mais elle s'agrippait fermement aux côtés du lit. Les contractions venaient comme des vagues violentes, une douleur qui transperçait tout, mais elle ne criait pas seulement à cause de la douleur physique. C'était son corps, son âme, sa peur, qui s'exprimaient tous en même temps. « Poussez, Mariella, allez, vous pouvez le faire. » Le docteur Elena, sa blouse tachée de sueur et de tension, ne la quittait pas des yeux. Elle avait mis au monde de nombreux bébés dans sa vie, mais aucun comme celui-ci. Les infirmières lui disaient des mots d'encouragement. L'une d'elles lui essuyait le visage avec un chiffon propre. « Pousse encore !» Mariella criait de toutes ses forces, le visage déformé, les lèvres tremblantes. Elle regarda le plafond, dans le vide, puis ferma les yeux très fort. « Ça fait mal. Oh, ça fait tellement mal. Je sais, mon amour, je sais, mais c'est presque fini. » Le cœur du bébé était surveillé en temps réel. Le battement cardiaque était fort, régulier, prêt. C'était comme si elle disait « J'arrive, maman, n'abandonne pas. » Mariella prit une profonde inspiration, haletant comme si elle avait couru des kilomètres. Une dernière fois, Mariella, allez, poussez de toutes vos forces. Et elle poussa avec courage, avec douleur, avec foi. Elle poussa pour tout ce qu'elle avait vécu, pour la solitude, pour la culpabilité, pour son corps fatigué, pour le silence, pour avoir la chance de tenir cet enfant dans ses bras, pour la vie. Et puis le cri, un cri aigu, pur, fort, le plus beau son du monde. Le bébé était né. Ils le placèrent immédiatement sur sa poitrine. Ses petits bras bougeaient, ses yeux étaient fermés, sa bouche ouverte. Il criait de toutes les forces de son petit corps. Mariella a lentement ouvert les yeux, l'a regardé, a touché sa peau douce avec ses doigts tremblants, encore chaude, encore humide. « Mon fils », a-t-elle murmuré. Des larmes coulaient sur son visage, mais elles étaient différentes. Elles étaient chaudes, c'étaient des larmes de gratitude. « Mon fils, mon miracle », elle l'a serré dans ses bras comme si le monde entier était là. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. L'hôpital avait disparu, la douleur s'était envolée, il n'y avait plus qu'elle et lui, un miracle né après la mort qui lui avait appris que la vie trouve toujours un chemin. La pièce était désormais différente. Ce n'était plus une unité de soins intensifs ni une salle d'accouchement, mais une simple pièce baignée d'une lumière douce provenant de la fenêtre, avec des fleurs sur une petite table à côté et un silence léger. Le genre de silence qui n'existe que lorsque la paix arrive enfin. Mariella était allongée, fatiguée, mais éveillée. Son visage était calme, toujours pâle, ses yeux enfoncés, mais vivants. Dans ses bras, le bébé dormait enveloppé dans une couverture blanche, son petit visage pressé contre sa poitrine. Sa respiration était si douce qu'elle était presque inaudible, mais elle était là, constante, présente. Julien s'assit à côté du lit, les mains sur les genoux, regardant les deux. Il resta là sans rien dire, se contentant de les observer comme s'il avait encore peur de toucher, de briser ce moment. Mariella le regarda tendrement.
Elle n'avait toujours pas la force de faire grand-chose, mais elle sourit. Un sourire fatigué, mais plein de sens. Puis elle demanda d'une voix douce « Comment allons-nous l'appeler » Julien prit une profonde inspiration, regarda son fils et passait doucement ses doigts sur son front avec précaution. « J'ai pensé à un prénom. » Elle le regarda. Elle attendit. « Emmanuel. » Ses yeux s'illuminèrent instantanément. « Dieu avec nous » répéta-t-elle avec enthousiasme. Julien acquiesça. Car alors que nous pensions que Dieu nous avait abandonnés, il était là avec nous depuis le début. Mariella serra le bébé un peu plus fort contre sa poitrine et ferma les yeux. « Emmanuel » murmura-t-elle comme si elle faisait une promesse. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit lentement. C'était Sarah. Elle entra sans dire un mot. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Son visage marqué par le temps, la douleur et le regret. Elle s'arrêta au milieu de la pièce lorsqu'elle vit la scène. Sa fille vivante, son petit-fils dans ses bras, ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle tomba à genoux, se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. Un cri fort et profond, rempli de tout ce qui était resté coincé en elle pendant des années. « Pardonne-moi, ma fille, je ne t'avais pas vue. » Mariella resta silencieuse un instant, puis tendit lentement la main et toucha l'épaule de sa mère. Sarah s'approcha toujours à genoux. Mariella baissa la tête jusqu'à ce que son front touche le sien. Elles pleurèrent toutes les deux en silence. C'était la première véritable étreinte entre la mère et la fille, sans reproche, sans fierté, sans ressentiment, juste de l'amour. Et un petit garçon endormi entre elles, nommé Emmanuel. Quelques jours passèrent avant que Mariella ne puisse enfin se lever, toujours avec de l'aide, ses pas lents, ses bras faibles, s'agrippant fermement au tube du lit. L'infirmière resta à ses côtés, attentive, mais sans intervenir. C'était son moment. Mariella se rendit seule à la salle de bain et pour la première fois depuis que tout cela était arrivé, elle se regarda dans le miroir. Le reflet fut un choc. Son visage était plus mince mais gonflé, pâle, ses yeux enfoncés avec des cernes profonds, sa bouche sèche et incolore, ses cheveux attachés à la va-vite avec quelques trous à la racine. Mais ce n'était pas ce qui attirait le plus son attention, c'était son corps. La robe de chambre ample révélait son ventre, encore marqué, encore douloureux. La cicatrice de la sonde, les ecchymoses du cathéter, les rides, les coupures, le poids, l'image de quelqu'un qui avait vécu quelque chose de plus grand que ce qui peut être expliqué. Elle prit une profonde inspiration, passa sa main sur son ventre, lentement, les doigts tremblants. Il y avait ces marques, celles que personne ne voit de l'extérieur, celles qui portent tout ce qu'elle a traversé. Ces marques, murmura-t-elle pour elle-même. Elles sont la vie. Elle sourit pour la première fois, non pas dans le déni, mais avec acceptation. Un sourire fatigué, mais sincère. À ce moment-là, quelque chose a changé en elle. Elle s'est regardée avec les yeux d'une mère. Elle imagina son fils courir dans le jardin. Elle l'imagina lui demander de jouer, de courir, grimper sur son bras. Et là, devant le miroir, elle comprit qu'elle devait être forte, pas seulement vivante. Pour la première fois, elle vit la maladie, non pas comme une punition, mais comme une vocation. Le poids, le corps faible, la fragilité, tout cela était toujours là, mais elle l'évitait. Elle le cachait derrière des rires, de la nourriture, le silence. Maintenant, elle ne pouvait plus. Elle s'essuya le visage, se regarda attentivement et dit doucement « Je vais changer pour moi, pour lui ». De la santé du sabou s'en dit si doux. Quelques heures plus tard, sa mère entra dans la chambre. Elle apportait des vêtements propres et un verre de jus de fruits. Elle trouva Mariella assise avec le bébé dans les bras, les yeux fixés par la fenêtre. Sarah se tint à la porte, ne sachant pas quoi dire. Puis, d'une voix basse, elle dit « Pardonne-moi ». Mariella se tourna vers elle et la regarda en silence. « Je n'ai pas pris soin de toi comme j'aurais dû. J'ai toujours dit que c'était ton corps, ta vie, mais tu étais ma fille et j'aurais dû en faire plus. » Les mots sortirent doucement, pleins de culpabilité. Mariella ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de regarder son fils dans ses bras. Puis elle leva les yeux, encore embués de larmes, et parla avec tendresse. « Maintenant, cela n'a plus d'importance. Nous sommes encore dans les temps. » Et à ce moment-là, 2 générations ont compris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que les marques ne sont pas des blessures, mais des promesses. La journaliste tenait fermement le micro, le visage ému et les yeux remplis de larmes, même si elle essayait de conserver un ton journalistique. L'hôpital avait mis à disposition la petite salle de conférence, quelques chaises de fortune, une caméra sur un trépied, la lumière naturelle entrant par les fenêtres. Ce n'était pas un événement, c'était un témoignage. Mariella entra d'un pas lent mais sûr. Elle était habillée simplement,
ses cheveux relevés en chignon, un peu de maquillage appliqué par une infirmière. Dans les bras de Mariella, enveloppé dans une couverture bleu clair, le bébé dormait paisiblement. Julien la suivait de près, les mains posées sur ses épaules. Attentif, protecteur. Le silence régnait dans la pièce. Tout le monde était là pour écouter, mais personne ne savait ce qu'elle allait dire. La journaliste s'est approchée, a réglé le micro, a posé une brève question avec respect, puis, la voix encore faible, Mariella a commencé. « Je ne suis pas morte à l'extérieur ni à l'intérieur, mais j'ai vécu pendant des années comme si je mourais lentement. » Elle fit une pause, regarda son fils dans ses bras. « Ils m'ont traité d'irresponsable, d'insouciante, mais personne ne m'a demandé comment j'allais à l'intérieur, comment je me sentais en montant les escaliers, quand personne ne me regardait dans les yeux, quand je souriais à l'extérieur et m'effondrais à l'intérieur. » Une autre pause. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua. « Je n'étais pas invisible. Ils ne me regardaient simplement pas avec amour. » La salle devint silencieuse. Certains se mirent à pleurer. Une infirmière serra la main d'une autre. La journaliste dut prendre une profonde inspiration avant de continuer. L'histoire fut publiée le soir même. La ville la vit, le pays la vit. Des milliers de personnes ont vu cette femme fragile et courageuse raconter son histoire avec une telle sincérité qu'il était impossible de ne rien ressentir. Et c'est ainsi que quelque chose a commencé. Des gens du quartier, des gens qui ne lui avaient jamais parlé, ont commencé à frapper à la porte de Mariella, avec des sacs de fruits, des plats faits maison, des chaussures de marche, des promesses sincères d'aide. Tu ne traverses pas cette épreuve seule. Des professionnels de la santé ont proposé leur aide, des nutritionnistes, des entraîneurs, des psychologues, des groupes se sont formés pour marcher dans le quartier, des réseaux de soutien ont été mis en place. C'était comme si chaque personne voulait rendre à Mariella l'amour qui lui avait manqué auparavant. Et pour la première fois, elle n'a pas dit non. Mariella a pris ses responsabilités avec détermination. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle voulait être vraiment vivante. Elle voulait courir après son fils, jouer par terre, se lever sans douleur, sourire sans craindre de s'évanouir. Elle voulait avoir un avenir, et maintenant elle savait qu'elle le pouvait. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de perdre du poids, mais de se retrouver soi-même. Et avec Emmanuel dans ses bras et toute une communauté autour d'elle, elle a commencé, pas à pas. La petite église du quartier était modeste, sans luxe. Les murs blancs montraient déjà des signes de vieillissement. Les bancs en bois craquaient lorsque quelqu'un bougeait. Sur l'autel se trouvèrent des fleurs simples et une nappe brodée à la main par l'une des femmes du quartier. Mais cet endroit avait quelque chose de spécial. Il avait de la vérité. La cloche sonna doucement ce matin-là, et les voisins commencèrent à arriver petit à petit. Certains portaient leurs plus beaux habits du dimanche, d'autres portaient ce qu'ils avaient. Personne n'était venu pour se montrer, mais pour ressentir. Mariella est entrée accompagnée de Julien. Elle marchait prudemment, encore en convalescence, mais la tête haute. Dans ses bras, Emmanuel, enveloppé dans un tissu de couleur claire, dormait paisiblement. Elle le portait à deux bras, comme si elle portait son propre cœur. Les gens se levèrent respectueusement. Beaucoup ne purent retenir leurs larmes. Au fond, tout le monde connaissait cette histoire. Tout le monde savait que ce bébé était plus qu'un simple bébé. C'était un miracle. La cérémonie était simple. Le prêtre, un homme à la voix douce et aux mains fermes, accueillit chaleureusement la famille. Il commença le rituel par une courte prière. Puis il parla d'amour, d'espoir et de nouveaux départs. Lorsque le moment du baptême arriva, Mariella s'approcha du baptistère à pas lents. Emmanuel dormait toujours. Le prêtre trempa ses doigts dans l'eau et toucha délicatement le front du bébé. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » L'eau coula sur sa peau douce. Emmanuel fit un léger mouvement des lèvres, mais n'ouvrit pas les yeux. Mariella ne put se retenir. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Un cri silencieux et profond, celui de quelqu'un qui avait déjà touché le fond et qui portait désormais dans ses bras la raison de continuer à avancer. Le prêtre la regarda, puis regarda tout le monde. Cet enfant s'était formé dans le silence, mais était né dans le monde. Tout le monde se tut. C'était vrai. Emmanuel avait grandi dans l'obscurité, dans la peur, dans la douleur. Il avait grandi caché, protégé par un corps presque sans vie. Mais il était arrivé, et maintenant, il appartenait à tout le monde. Mariella serra son fils contre sa poitrine, embrassa sa petite tête et murmura doucement « Merci, Perzo ». Elle ne savait pas qui elle remerciait, Dieu, la vie, la douleur, l'amour, peut-être tout cela à la fois. Car à ce moment-là, dans cette petite église qui sentait le bois et l'encens, avec ses bancs étroits et ses fenêtres ouvertes,
elle savait que tout cela en avait valu la peine. L'après-midi était chaud. Mariella venait de donner le bain à Emmanuel et le couchait dans son nouveau berceau, juste là, dans le salon. La fenêtre était ouverte et une douce brise entrait, agitant les rideaux et apportant l'odeur du café provenant de la maison du voisin. C'était l'un de ces moments simples qui avaient autrefois semblé impossibles. Elle se dirigea vers la cuisine, essuya le comptoir avec un chiffon et sourit. C'était étrange de sourire sans douleur, étrange mais agréable. Chaque geste de la journée avait désormais une valeur différente. Laver une assiette, plier une couche, préparer du thé. Tout avait un sens, tout semblait sacré. C'est alors que la sonnette retentit. Julien, qui était dans le jardin, courut vers la porte. Il n'y avait personne, juste une boîte en carton, petite, simple, sans adresse de retour. Il regarda autour de lui, se baissa, ramassa la boîte avec précaution et rentra à l'intérieur. « Chérie, quelqu'un a laissé ça. » Mariella s'essuya les mains sur son tablier et le rejoignit. Ils regardèrent tous les deux la boîte comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Julien l'ouvrit lentement à l'intérieur. Une seule fleur. C'était la même fleur qu'il avait déposée sur le cercueil le jour où il avait cru perdre Mariella pour toujours. Une simple fleur, un peu écrasée, mais toujours vivante. Il la reconnut immédiatement. Tremblant, il la prit dans ses mains et là, à côté, soigneusement plié, se trouvait un petit morceau de papier. Mariella le prit délicatement, le déplia. L'écriture était ferme, claire, elle le lut à haute voix, la voix brisée. « Tu n'as jamais cessé de respirer, j'attendais juste d'être entendu. » Le silence envahit la pièce. Julien resta immobile, tenant la fleur comme s'il tenait son propre cœur. Mariella porta le morceau de papier à sa poitrine, ferma les yeux et laissa les larmes couler. C'était comme si l'univers avait écrit cela pour elle. Elle se souvenait des jours de lutte, du temps oublié dans une chambre, des regards qui ne venaient jamais, de la douleur que personne ne voyait. Et maintenant, quelqu'un avait vu, quelqu'un avait entendu. Mariella s'assit lentement, serra Emmanuel, qui dormait paisiblement dans ses bras, et murmura doucement, presque sans voix. « Je suis là, mon fils, maintenant et pour toujours. » 5 mois ont passé. La maison est toujours aussi simple, remplie des bruits du bébé, des chiffons suspendus, des couches qui sèchent au soleil et des jouets éparpillés partout. Mais quelque chose a changé chez Mariella. Sa façon de marcher, l'étincelle dans ses yeux, la façon dont elle se regarde dans le miroir. Maintenant, chaque journée commence tôt. Avant qu'Emmanuel ne se réveille, elle est déjà debout, chaussée de ses baskets et sa bouteille d'eau à la main. Elle marche avec d'autres femmes du quartier. Elle grimpe des collines, descend des trottoirs, respire profondément, ne court pas encore, mais marche comme quelqu'un qui est pressé de vivre. Elle a déjà perdu 30 kilos. Et plus que cela, elle s'est débarrassée des couches de douleur, de peur et de honte qui lui pesaient. Mariella ne suit pas de régime farfelu. Elle mange de la vraie nourriture, va au marché avec sa voisine, cuisine avec Julien, apprend à s'écouter, sait quand son corps a besoin de repos et sait désormais quand c'est simplement la paresse qui tente de la tromper. Elle ne se cache plus dans des vêtements amples, elle porte ce qu'elle aime, elle se regarde dans le miroir sans baisser la tête. Parfois, elle met du rouge à lèvres, d'autres fois, elle sort le visage démaquillé et ça lui convient, car chaque jour, elle s'aime davantage. Sur le mur du salon, il y a une feuille de papier collée au mur, un calendrier fait main avec chaque jour marqué au stylo rouge. À côté, une autre feuille de papier écrite de sa main lui dit de jouer avec lui par terre, de courir après lui dans le jardin, de monter les escaliers sans s'arrêter à mi-chemin, de me regarder avec fierté, de vivre, c'est son projet. Et chaque fois qu'Emmanuel sourit quand elle le porte, le fait tournoyer, le serre dans ses bras, rit avec lui, elle sent que tout cela en vaut la peine. Il ne s'agit pas d'avoir un corps parfait, il s'agit d'être en vie et désormais comblé. Cette histoire n'est pas seulement un miracle, elle a aussi trait à l'écoute, au fait de voir au-delà de ce qui est visible. Il s'agit de ne pas juger, car parfois, le silence d'une personne n'est qu'un appel à l'aide que personne ne veut entendre. Qu'avez-vous ressenti en entendant cette histoire? Et si vous connaissez quelqu'un qui devrait l'entendre, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.